Bonjour, je suis Daniel Sanchez, professeur de l'Université de Californie à Berkeley, et je vais vous parler des avantages, des risques, des limites, des coûts et des incertitudes qui entourent la bioénergie avec captage et stockage du carbone, que l'on appelle BECS en anglais, donc selon l'acronyme anglais. L'idée sur laquelle cela s'appuie est que quand la biomasse grandit, elle absorbe du CO2 selon le procédé, le phénomène de la photosynthèse, et on peut recueillir cette biomasse et la transformer en produit d'énergie, et on peut également capturer et stocker le CO2 qui en résulte, donc on absorbe aussi du CO2 de l'atmosphère. Il est mieux de concevoir ceci dans une série de systèmes secondaires, comme par exemple la collection de biomasse, ou par exemple des résidus de culture ou des villes au début donc de la chaîne d'approvisionnement, et à partir de là, ces résidus sont apportés dans une usine de transformation où ils sont transformés donc en produits biologiques ou dans d'autres types de produits par le biais de processus chimiques comme la chaleur, l'énergie, le combustible liquide, les gaz, et en plus avec du CO2 qui peut être donc comprimé et ensuite stocké sous la terre. C'est-à-dire qu'on élimine ainsi du CO2 de l'atmosphère et on le stocke dans des formations géologiques. Il est possible de stocker du carbone qui vient de l'atmosphère dans différents produits. Le stockage géologique du carbone est généralement la méthode la plus fiable et la plus durable pour stocker du CO2, mais il y a également des possibilités de le stocker dans des produits d'ingénierie du bois, dans le biochar ou dans les bioplastiques, comme par exemple le polyéthylène qui est dérivé donc de biomasse. Et grâce à tous ces produits, on peut utiliser la biomasse pour éliminer et stocker de façon temporelle du CO2 de l'atmosphère. Toutefois, ce n'est pas encore mis à l'épreuve, cette technologie n'a pas encore été mise à l'épreuve, et elle a potentiellement des effets secondaires si elle s'applique à grande échelle. Jusqu'à présent, il n'y a qu'une démonstration à grande échelle de cette technologie dans une usine de l'Illinois aux États-Unis. Et pour ce qui est des effets secondaires, ils sont surtout liés à la culture et à la collecte de biomasse, avec des changements de l'affectation des terres qui y sont associés, mais la permanence de carbone stocké dans des formations géologiques de quartz peut être plutôt stable. Il existe par ailleurs différentes limites et facteurs tout au long de la chaîne logistique de cette technologie qui peuvent motiver de limiter son développement. On peut notamment parler des limitations biophysiques, la disponibilité de stockage géologique, de terre et d'eau, les limites institutionnelles en termes de réglementation, par exemple, des limites techno-économiques, des questions de marché, de financement, et également des limites sociales comme la perception qu'ont les citoyens, et également des limites politiques. Donc il faut se demander comment gouverner la BECS étant donné ces limites physiques, institutionnelles, techno-économiques et sociales qu'il faut garder à l'esprit. Et cette technologie est un processus qui élimine du CO2 de l'atmosphère et qui le stocke de manière fiable, soit dans des produits, soit sous la terre, et qui ne provoque pas de dégâts, mais au contraire encourage la sécurité alimentaire, les moyens d'existence ruraux et la conservation de la biodiversité et d'autres valeurs importantes. Comme je le disais, bon nombre de produits peuvent être dérivés de cette technique. Par exemple, s'il s'agit de ne pas provoquer de dommages et de garantir donc l'élimination et le stockage du CO2, la collecte des résidus de biomasse est l'option privilégiée, mais on peut également utiliser des processus industriels ou des cultures spécifiques qui vont également servir à créer des produits de biomasse
peut-être en petite quantité, car ceci a des conséquences sur l'utilisation des terres et donc dépend également de la disponibilité des terres et d'autres types de ressources. Les biocombustibles sont une autre solution, mais dès l'instant que soient mises en marche des pratiques de gestion durable. Par ailleurs, cultiver des microalgues ou des microalgues peut être une source de matières premières pour créer ce type de produit. Il y a également une série de risques associés et des effets secondaires sur la sécurité alimentaire, sur les moyens d'existence au milieu rural, sur les dommages sur l'environnement, comme par exemple une perte de biodiversité, et également une diminution des avantages qui sont liés à l'élimination du CO2 grâce à ces technologies, donc en conséquence des changements de l'affectation des terres qui peut avoir des répercussions directes ou indirectes. Et il est vrai que ce ne sont pas des questions techniques, mais ce sont des questions sociale, d'exploitation et de politique, et qu'il faut garder à l'esprit à l'heure de concevoir un système de gouvernance. Avec des collègues, nous avons établi 3 grandes lignes directrices pour appliquer cette technologie. Premièrement, ne pas faire de dégâts. Deuxièmement, savoir que l'acceptabilité de la société est fondamentale. Et troisièmement, le développement technologique devrait refléter les priorités sociales. Il n'y a pas de remède miracle, nous avons un éventail très large de solutions très hétérogènes et donc il faut être prudent pour déterminer où on convient d'appliquer cette initiative de BEXT. Vous voyez ici quelles sont les matières premières qui pourraient être disponibles d'ici à 2050 selon les calculs qu'ont fait certains collègues, donc en voyant la biomasse disponible, jusqu'à quel point il y a du carbone que l'on peut capturer dans différentes trajectoires pour créer des produits ou des matières premières, et également en voyant quelle est l'utilisation des tiers qui s'est liée à cette disponibilité de biomasse. Il y a comme un accord sur le fait qu'il y aura entre 2,5 et 5 gigatonnes de CO2 qui pourront être éliminés par an, donc grâce à ces produits. Au chapitre de la chaîne logistique de la biomasse, il faut bien savoir qui contrôle cette chaîne logistique, quels sont les avantages et où ils vont se faire sentir, c'est-à-dire au niveau local, au niveau national, et il faut savoir qui donc va profiter de ces techniques. Il faut être conscient du fait qu'il y a des opportunités et des risques entraînés pour des communautés locales et donc il faut étudier de façon très rigoureuse et consciencieuse avant de décider l'application de ces technologies. Il y a d'autres études transdisciplinaires qui intègrent des études économiques, de sciences politiques, de sociologie et également des disciplines comme l'ingénierie agronome, la nutrition, l'hydrologie et l'ingénierie. Ces études semblent indiquer que la demande sociale pourrait augmenter en termes de bioénergie avec un captage et stockage de carbone à travers des recherches de synthèse qui pourraient tirer des leçons, par exemple, pour améliorer les puits, pour augmenter l'utilisation de biocombustibles, etc. Et il faut faire différentes analyses sur la façon d'appliquer des technologies de CO2, mais également des études en termes politiques, d'environnement et de décision des consommateurs, et aussi de voir comment on peut adapter et transférer ces technologies dans différents secteurs sociaux et économiques. Une grande partie de ces études a été réalisée par Hollybock. J'espère que je vous ai donné un bon aperçu sur les différentes priorités, coûts, risques et bénéfices qui parfois entrent en conflit avec ces techniques. Je vous remercie, je répondrai avec plaisir à vos questions.